Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine C'est la santé. Alors aujourd'hui, nous parlerons contraception. En France, les jeunes se protègent de moins en moins. Une étude montre qu'entre 2009 et 2011, le nombre de jeunes qui ont eu un rapport sans contraception avec un nouveau partenaire a augmenté de 111%, passant de 19 à 40%. Alors, il y a plus de 40 ans, la première pilule féminine était commercialisée aux États-Unis. Aujourd'hui, ce symbole de liberté est toujours la méthode la plus utilisée en France, mais les moyens de maîtriser sa fertilité se diversifient. Pilules, stérilets, préservatifs, implants, patch, comment choisir, quand commencer, quels sont les risques quand il y en a. On va aussi parler des interruptions volontaires de grossesse, comment elles se passent. Donc, toutes les réponses dans cette émission avec, pour nous éclairer, le docteur Pascal Roblin, médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. Professeur Florence Bretel, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Nord. Vous avez mis en place un programme original pour les grossesses non désirées à Marseille. On y reviendra. Bonjour. Bonjour. Et Claire Ricciardi, présidente du planning familial 13. Merci à toutes les trois d'être venues sur notre plateau. Alors pour commencer, dites-moi, la pilule, c'est encore le premier mode de contraception. Aujourd'hui, c'est le moyen de contraception le plus utilisé, c'est ça ? Oui, c'est l'accès le plus facile, le plus répandu. C'est en plus des méthodes qu'on a depuis longtemps. C'est une habitude qu'on a prise. On commence souvent, le premier moyen de contraception, ça passe par la pilule. Alors, quels sont ses avantages et ses risques, éventuellement ? Alors, je ne sais pas si je vais parler. C'est vrai que moi, en réponse à Pascal Roblin, c'est vrai que souvent, quand les jeunes filles, puisqu'on parle là des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes filles qui se contraceptent, elles viennent à une consultation, elles disent je viens prendre la pilule. Et souvent, elles ne connaissent pas les autres moyens de contraception, donc c'est vrai que parfois, il faut leur présenter pour savoir si c'est vraiment la pilule qu'elles veulent. On peut la prendre à partir de quel âge ? Est-ce qu'il y a un âge ? C'est notre travail, en fait. L'âge pour commencer une contraception, c'est variable. Il ne faut pas forcément attendre les premiers rapports, parce qu'en fait, la contraception, et notamment les contraceptions les plus classiques avec des œstroprogestatifs, permettent aussi de réguler les cycles et aux jeunes filles d'avoir, par exemple, des douleurs moins fortes pendant leurs règles. Donc il n'y a pas forcément une indication à attendre les premiers rapports, mais ça peut être tôt en fait. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est un moyen de contraception qui est extrêmement sûr aussi, très sûr. À 99%, c'est ça ? On dit... Oui, probablement un peu plus si la contraception est bien prise. Oui, tout le sujet, c'est ça en fait. 99%, c'est une valeur qui est assez théorique, mais en matière de contraception, il y a la théorie et la pratique. Et si la pilule est très sûre lorsqu'elle est bien prise, elle devient beaucoup plus aléatoire quand elle s'oublie. Et là, on tombe dans la pratique. Et ça aussi, c'était évalué. Alors, nous avons posé la question à des Marseillaises. Comment vivent-elles leur contraception ? On les écoute au micro de Stéphanie Coutras. Moi, ça fait 10 ans que je prends la pilule et j'ai des difficultés à la prendre régulièrement parce que j'ai des oublis ou parce que ma plaquette, elle n'est pas forcément avec moi. Malgré les conseils de mon médecin, pour moi, ça reste un problème. Ça serait un souhait de ma part que mon partenaire puisse partager aussi la contraception avec moi et qu'il s'implique plus en fait dans ce schéma, quoi. Il faut beaucoup en parler pour que les gens soient informés, bien informés, qu'il n'y ait plus ces jeunes filles qui se retrouvent enceintes très jeunes, des jeunes filles qui avortent, des gens qui ne désirent pas des enfants. Moi, je le vis plutôt bien, malgré quelques oublis, mais en ce moment, c'est parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais sinon, en général, c'est quelque chose que je vis plutôt bien. Je sais qu'il y a d'autres moyens, il y a l'implant, mais il y a même des stérilets pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, mais ça m'intéresse pas. Enfin, je préfère avoir la pilule. Je sais pas, j'ai pas spécialement confiance dans le fait de m'implanter quelque chose dans le bras ou ailleurs. J'avais eu moi de la chance, c'est que ma pilule, moi, elle m'était remboursée par la sécurité sociale, mais on sait qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pilules qui ne le sont pas et que ça revient très cher et que pour des jeunes filles, ça peut poser des problèmes pour qu'elles puissent prendre la pilule et pas tomber enceinte. Je trouve que les jeunes filles, en fait, n'ont pas assez d'informations au niveau des établissements scolaires, qu'il n'y a pas suffisamment et que si elles étaient mieux informées, ça éviterait peut-être des avortements ou des accidents qui sont néfastes pour leur vie et pour leur vie future. En fait, il y a surtout certaines filles qui n'osent pas demander à leur docteur la pilule. Donc ça, c'est le problème qui vient le plus souvent. Elles n'osent pas demander aussi à leurs parents, elles n'osent pas en parler. Donc la pilule, c'est bien quand on ose en parler, quand
Ouais, c'est ça, quand on ose en parler. Pour les femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être une contraception justement qu'on prendrait un peu moins régulièrement, peut-être une pilule qui tiendrait du coup sur une plus longue période, peut-être un mois. Puis également aussi peut-être faire des avancées un peu plus concrètes sur la contraception masculine, parce que du coup, ça ne serait pas que de notre côté. C'est aussi partagé, enfin la reproduction c'est à deux, donc pourquoi pas la partager aussi au niveau de la contraception. C'est encore tabou la contraception aujourd'hui ? C'est un sujet tabou. Est-ce que c'est un sujet tabou ? Oui, je pense que oui. Dans certaines communautés, en tout cas, ça l'est certainement. On le voit au planning familial régulièrement. C'est pour ça que les consultations anonymes et gratuites du planning ont tant de succès. C'est sûr que... D'ailleurs, la pilule peut pas poser des soucis parce que quand elle est secrète, elle est difficilement cachée par les jeunes filles et donc c'est des plaquettes entières. C'est pour ça que parfois l'anneau ou d'autres systèmes sont plus pratiques. Moi, je dirais que c'est pas la contraception qui est tabou, c'est la sexualité. C'est surtout la sexualité, en particulier la sexualité des jeunes filles, qui est tabou. Alors que la sexualité des garçons n'est pas tabou, donc on en a parlé là. C'est vrai que la question de l'égalité homme-femme, ça joue sur la possibilité d'utiliser la prévention ou non. Et on en a parlé aussi dans le documentaire, l'égalité en termes de moyens financiers, c'est-à-dire qu'effectivement, certains moyens de contraception sont chers, ne sont pas remboursés, et aussi, quand on a des difficultés financières, on a plus de mal à se protéger. Donc ça fait aussi partie des problèmes qui font qu'on a du mal à avoir une protection à 100% pour tout le monde. Alors au-delà de la pilule, il existe le stérilet qu'on appelle aussi le dispositif intra-utérin, c'est ça ? Alors quels sont ses avantages ou ses inconvénients ? L'avantage dispositif intra-utérin, il existe deux sortes, cuivre et un dispositif intra-utérin à la progestérone. Donc c'est des moyens qui sont très sûrs et qui ont mauvaise presse parce que pendant des années on faisait un lien entre ce moyen de contraception et la possibilité d'avoir des infections génitales hautes, donc des infections de l'endomètre et des troncs. On sait maintenant que c'est faux, que c'est un excellent moyen de contraception qu'on peut offrir également au nullipare. Et l'implant, qu'est-ce que vous en pensez ? L'implant, c'est un dispositif qui est pratique. Ça permet de résoudre le problème de l'oubli de la pilule. C'est un dispositif qui, une fois qu'il est implanté sous la peau, peut rester en place 3 ans. Ceci dit, il n'a pas que des avantages. C'est comme le stérilet, c'est comme tout moyen de contraception. C'est là le cœur de la problématique, c'est le cœur de notre travail, c'est d'expliquer à chaque fois les avantages et les inconvénients, en tout cas d'essayer pour chaque méthode. Et l'implant, l'inconvénient principal, c'est qu'il contient qu'une seule hormone, et donc il n'est pas très régulateur de cycle. Donc il y a des jeunes femmes qui peuvent très bien répondre, et puis il y en a d'autres qui vont saigner plus souvent et de façon assez aléatoire, sans que nous-mêmes nous puissions le savoir à l'avance. Claire Ricciardi, est-ce qu'il y a une méthode pour laquelle vous militez le plus, vous, par exemple ? Alors nous, on milite surtout pour le choix. On milite surtout pour le choix et que ce choix soit accessible à tous et à toutes. Et donc c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure d'histoire de l'égalité homme-femme, ça fait partie, à un degré un peu lointain, mais ça fait partie des possibilités pour que les personnes... Alors c'est vrai que j'étais venue avec mon petit dispositif qu'on montre, c'est un laboratoire qui le diffuse. Alors sur ce petit dispositif, il manque le préservatif féminin, il manque aussi les spermicides qui sont un moyen un peu utilisé, mais qui peuvent parfois servir de dépannage. Et après, il manque aussi... on ne les promeut pas, mais il y a certains moyens qui sont utilisés qui sont ce qu'on appelle les méthodes naturelles et que des gens utilisent encore en se disant malgré tout c'est utile. Et c'est vrai qu'il faut aussi savoir que le retrait ou le calcul des dates, il est encore utilisé et malheureusement il a beaucoup d'échecs. Donc il faut aussi parler des idées reçues, parce que quand on donne que les bonnes méthodes, les gens disent bon ok ça, mais moi j'ai la mienne, et donc il faut aussi parler des idées reçues pour dire qu'effectivement ce sont des moyens qui malheureusement amènent souvent des grossesses non désirées. Alors, et du coup vous n'avez pas parlé de l'anneau. Alors justement l'anneau, dites-nous, c'est un anneau donc on doit appliquer avant le rapport, c'est ça ? Non, c'est comme une pilule. C'est strictement comme une pilule et on peut parler du patch dans le même idée parce que c'est exactement quasiment les mêmes molécules, les mêmes dosages. C'est des pilules mini-dosées, simplement au lieu d'avaler un comprimé tous les jours, l'anneau se plie, se met au fond du vagin, reste en place 3 semaines ou 4 semaines d'ailleurs parce qu'il est efficace 4 semaines. Et le patch se colle une fois par semaine sur la peau et 3 semaines de patch, 1 semaine de pause, on a les règles quand le patch s'arrête et puis il faut recoller. Mais c'est des pilules, donc avantage, inconvénient de la contraception œstroprogestative classique. C'est-à-dire par exemple maux de tête, prise de poids, c'est des choses qu'on peut avoir... Pas toujours, quand ça tombe bien, ça le fait pas, mais effectivement, de toute façon c'est une question d'équilibre, donc c'est une question d'équilibre et en plus individuelle, donc il faut voir en fonction de chaque patiente comment ça se passe. À chaque fois qu'on instaure une méthode de contraception, on essaye de se revoir 2-3 mois après pour voir un petit peu
peu comment ça s'est passé. On a fait un bilan biologique à ce moment-là. Ça permet d'évaluer certains facteurs de risque complémentaires de l'examen clinique au départ. Mais ça veut dire en tout cas qu'il y a des contre-indications quand même médicales à l'œstrode progestatif. Par exemple, les femmes par exemple, qui auraient plus de 35 ans et qui en plus fumeraient un paquet de cigarettes par jour, eh bien on ne va peut-être pas prescrire ce mode de contraception. Alors avant de dire un mot juste sur les autres méthodes de contraception, je vous propose de découvrir un lieu qui existe depuis bientôt 40 ans à Marseille, le planning familial. Donc c'est un mouvement militant qui défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité depuis 1956. Je vous propose de regarder ce reportage. Sur la table, différents moyens de contraception, comme le stérilet, les spermicides, la pilule ou le préservatif féminin. Ces deux jeunes filles, 15 et 16 ans, se rendent au planning familial pour trouver des réponses à leurs questions concernant la sexualité. C'est un des rares lieux où elles peuvent garder l'anonymat. Il n'y a que mes copines avec qui je suis proche que je peux dire, mais sinon ma famille, non, je dis rien du tout, je parle pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est personnel, je raconte pas ça. La sexualité des jeunes semble toujours taboue et la contraception une affaire de filles. Ces deux amies viennent se faire prescrire la pilule, mais aussi poser des questions après des rapports sexuels non protégés, donc à risque. C'était parce que je commençais à avoir des rapports sexuels et mes copines m'ont dit de venir au planning familial pour peut-être prendre la pilule et parler de moi, de tout ce qui se passe, tout ça. Et du coup, je suis venue, on m'a conseillé de prendre la pilule, de me faire dépister, tout ça. L'une d'entre elles s'est fait avorter à 13 ans et cherche un suivi médical. Son amie se pose des questions sur la pilule du lendemain et les tests de grossesse. Si ça va devenir rose, il va y avoir une barre rouge ou deux. Ouais. S'il n'y en a qu'une, c'est négatif. S'il y en a deux, c'est positif. J'espère qu'elle m'aura fait. Chacune prend rendez-vous avec un des médecins qui travaillent au planning. Comme elles sont mineures, tout sera gratuit pour elles. Dans la pièce voisine, une jeune fille est venue se faire poser un implant. Ce petit bâtonnet cylindrique de la taille d'une allumette contient le même type de substance que les pilules progestatives. Facile à poser, sous la peau du bras, il est efficace pendant 3 ans, mais peut être retiré n'importe quand. Un petit trou et puis l'implant, en fonction de la profondeur, on le sent sous la peau, mais ça se voit pas normalement. Après avoir anesthésié localement, le médecin insère l'implant au moyen d'une aiguille spéciale, comme pour faire une prise de sang. Une fois en place, l'implant est invisible et indolore. Vous voulez sentir? Il est juste là. Non, c'est bon, merci. En fait, c'est mieux de le sentir. Non, merci. Non? Ouais, alors vous pouvez le sentir quand... D'accord, mais il est juste là, on le sent sous la peau. Comme certaines femmes le supportent plus ou moins bien, il faut voir un médecin 3 mois après la pause pour faire un bilan. Pour les maladies sexuellement transmissibles, vous êtes à jour? Vous avez fait les tests ou pas? Cet implant contraceptif est efficace à 99%, mais ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Les médecins rappellent l'importance de se protéger et de se faire dépister régulièrement. Alors on va tout de suite préciser que le planning familial est en plein déménagement, c'est ça Clarisse Yardy? Vous êtes situé où alors aujourd'hui? Alors nous déménageons aujourd'hui, le jour de l'émission, au 106 boulevard National. Donc nous étions au 13 boulevard d'Athènes dans un vieil appartement marseillais au 3e étage sans ascenseur, sans issue de secours, sans accès handicapé. Là nous sommes dans un splendide local de 400 mètres carrés, rez-de-chaussée. Voilà, donc j'invite les personnes qui souhaitent venir au planning familial à venir au 106 boulevard National. Alors justement, on va voir quelques images du lieu qui est en train donc d'être aménagé. Ça prouve quoi que le planning a enfin un lieu à lui? Vous avez cherché longtemps pour l'obtenir, ce lieu? Ça prouve quand même qu'on a acquis une certaine reconnaissance sur la place marseillaise par notre travail. Alors on fait ça, les consultations que vous avez vues, mais on fait aussi beaucoup d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. On va dans des maisons avec des personnes porteuses de handicap. On fait des formations de relais, parce que nous ici présentes, on ne peut pas tout. Si derrière, il n'y a pas des relais chez les médecins, chez les infirmières, chez les éducateurs, c'est difficile de faire passer ces messages. Vous avez aussi un numéro vert, c'est le 0800 105 105. Voilà, c'est un dispositif régional qui a été mis en place par l'ARS maintenant, l'Association régionale de la santé, qui permet l'accès. Alors là, c'est surtout sur l'interruption volontaire de grossesse qui facilite l'accès, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'IVG dans sa vie, et souvent on n'en fait qu'une, et on ne sait pas forcément à quel endroit aller, donc c'était important qu'on puisse avoir des réponses sur les endroits qui font des interruptions de grossesse, les médecins de ville qui font des interruptions de grossesse. Voilà, donc on donne ces renseignements sur le numéro vert.
En ce qui concerne donc justement ces IVG, ces interruptions volontaires de grossesse, Florence Bretel, vous avez mis en place quelque chose d'assez original dans la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est les étudiants qui sont formés Oui, c'est les étudiants en médecine de 3e année que l'on forme. Alors l'originalité, c'est que la formation fait intervenir tous les intervenants, tous les participants en fait, à l'éducation à la sexualité actuellement qui travaillent sur ce sujet en France. Donc il y a l'éducation nationale, il y a le planning, et Claire Ricardier est bien investie dedans. Il y a des médecins généralistes, dont Pascal Roblin fait partie, qui sont impliqués dedans, et je crois que j'oublie personne. Et évidemment l'université qui participent à ça, donc on les forme, et puis à l'intérieur de leurs études, ils ont un module, ils font des interventions dans les collèges à Marseille. Alors, justement, dans la région, si on peut juste rappeler, on est la 2e région de France à avoir le taux d'interruption volontaire de grossesse le plus élevé. C'est ça, qu'est-ce qui peut expliquer ce chiffre ? Moi, j'ai pas d'explication sur ce taux important. Je pense qu'il y a probablement une partie des caractéristiques de la population et puis peut-être aussi une partie de la responsabilité de nous, les médecins. Alors moi, je parle pour ma paroisse, dans l'information et dans ce qui est fait dans les établissements. C'est pour ça qu'on a créé ce module. Et ce module, il vise effectivement la prévention des grossesses non désirées, mais également la prévention des IST. C'est quelque chose de global et également l'apprentissage et de l'information sur la sexualité. Donc c'est vraiment quelque chose de large. Et l'intérêt, c'est qu'il a un impact sur les médecins au moment de leur formation, mais également pour eux-mêmes. Donc ils vont intervenir après, mais ça leur sert également pour eux-mêmes, parce que c'est des jeunes aussi. Donc justement, c'est des jeunes qui vont se déplacer donc directement dans des classes, dans les collèges, lycées du département. Tout à fait. Tous les combien ça va être Alors pour l'instant, donc ça fait 5 ans que ça existe. Pour l'instant, ils interviennent, c'est une fois par an, et chaque classe a 2 interventions, ce qui permet d'avoir des sous-groupes par sexe. Donc les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Voilà, pour essayer d'aborder les sujets sans tabou, on va dire. Voilà. Du coup, l'échange est plus facile avec cette proximité de l'âge aussi, peut-être ? Oui, tout à fait. C'est le peer-to-peer. C'est le modèle du peer-to-peer sur une idée originale du docteur Chaujain, qui est gynécologue-obstétricien à Nord, qui a émis cette idée et qui a été donc reconnue comme intéressante par l'université, par la faculté de médecine. Donc c'est assez original parce que c'est, encore une fois, c'est tabou. Tout ce qui est sexualité, contraception, c'est tabou. Et en médecine, la première fois qu'on aborde la contraception, c'est en 5e année de médecine. Donc le fait de faire ça permet de l'aborder quand même 2 ans plus tôt et d'avoir un intérêt pour soi-même. C'est quand même très révélateur, oui, du coup. Pascal Roblin, vous vous occupez aussi beaucoup d'interruptions de grossesse, notamment donc médicamenteuses, mais aussi chirurgicales. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les femmes quand elles viennent vous voir ? Il n'y a pas de plus difficile, c'est des méthodes qui sont différentes. De toute façon, ce qui est difficile, c'est la situation, en fait. C'est la situation de l'interruption de grossesse, qui est une situation compliquée à la base. Et après, l'important, c'est de pouvoir expliquer les 2 méthodes dans leur simple, avec avantages et inconvénients de chacune. Et ce qui est important pour les femmes, c'est de pouvoir se rendre compte rapidement qu'elles sont enceintes. Ça leur permet d'avoir plus de choix et de plus réfléchir à leur choix. C'est toujours plus simple quand... Est-ce qu'on a un problème de délai aussi en France ? Le délai donc est de 3 mois, c'est ça, 12 semaines pour l'avortement. Alors des femmes vont aussi à l'étranger parfois. Les délais sont trop courts en France ? Alors les délais sont trop courts. Ça c'est un débat compliqué. Moi personnellement, je pense pas que le délai soit si court que ça. Il y a quand même 3 mois, un trimestre pour se rendre compte du fait de la grossesse. Donc on peut interrompre les grossesses jusqu'à 14 semaines. Ça fait 12 semaines de grossesse, effectivement. Il y a quand même 5000 femmes en France qui partent régulièrement par an à l'étranger, en Espagne ou en Hollande. Ici, c'est plus en Espagne. Et qui font des interruptions de grossesse encore plus tardives. Donc c'est un sujet compliqué et je ne me permettrai pas de... Alors ça, c'est un sujet pour lequel le planning est très investi, puisqu'on milite pour le droit à l'avortement. Alors c'est vrai que la majorité des femmes qui ne souhaitent pas une grossesse, souvent elles s'en aperçoivent très précocement et elles essaient de faire les démarches. Après, il y a des cas, alors il y a des endroits où il y a une difficulté d'accès à l'avortement, ce qui n'est pas le cas dans notre ville, parce qu'il y a eu quand même une mobilisation des acteurs de santé, une mobilisation des médecins en ville. Donc c'est pas le cas sur Marseille, mais c'est vrai dans d'autres villes, des personnes peuvent se retrouver hors délai par manque d'accès. Ça c'est une question. Après, c'est notamment dans les milieux ruraux aussi, on parle. En région parisienne par exemple, ou en région lyonnaise où on a supprimé des centres d'IVG, il y a eu des difficultés d'accès. Donc là, les gens peuvent se retrouver hors délai par difficulté d'accès. C'est un cas. Après, il y a aussi des cas particuliers et effectivement particulièrement difficiles, en particulier de séparation, de violence.
d'ambivalence sur la grossesse qui font que des femmes attendent et du coup se décident au-delà du délai. Et c'est vrai que ça, parfois, c'est un petit peu compliqué de leur dire vous êtes hors la loi, allez ailleurs, et ailleurs, on prend en charge. Et nous, on dit que c'est un peu une hypocrisie parce qu'en fait, par exemple, sur Marseille, on dit vous êtes avant 14 semaines, écoutez, vous avez les hôpitaux, etc. Et si vous êtes au-delà de 14 semaines, allez voir le planning, ils vous diront. Donc, on sait bien que ces femmes vont faire une interruption de grossesse, mais en tout cas, on ne veut pas le savoir, on se bouche les yeux, on leur dit allez dans un pays où la législation est différente et où ils vous le feront. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il y a quand même un problème. C'est qu'on accepte de les envoyer dans un autre pays, mais on ne veut pas le faire soi-même. Je ne dis pas que, par contre, pour les médecins, c'est facile de faire des IVG dans des délais élevés. C'est vrai qu'il y a différents acteurs et que ça peut être compliqué. Il y a des médecins qui refusent justement de réaliser des IVG. Oui, il y a des médecins qui refusent de faire une IVG à 10 semaines. Enfin, Pascal en parlera peut-être mieux que moi, mais c'est pas du tout la même chose que de faire une IVG à 14 semaines. Techniquement, ça pose plus de difficultés. Également des problèmes individuels et personnels. Oui, des problèmes de représentation qui sont différents, donc effectivement les médecins l'investissent différemment. De toute façon, il y a aussi la clause de conscience qui est parfois opposée par des médecins dans les services hospitaliers, par des gynécologues obstétriciens qui ne refusent de s'occuper tout court d'interruption de grossesse. Ça existe aussi, sans faire cas de la datation de la grossesse. C'est légal ça de s'y opposer? C'est légal. Alors c'est légal, alors on avait une part de responsabilité, nous les universitaires là-dedans, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a inclus les services de gynécologie sociale dans la formation des étudiants en médecine, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui sont opposés à ça. Ça fait partie, on va dire, de la vie du gynécologue obstétricien, du gynécologue, de prendre en charge les IVG. Ça, c'est important. Alors, si on parlait un peu des hommes, pourquoi la contraception tarde tant finalement à toucher un peu plus les hommes? Alors, elle les touche. Le préservatif, c'est quand même un moyen de contraception masculin. Si un homme ne veut pas d'enfant, il peut utiliser un préservatif parce qu'il ne veut pas d'enfant. C'est le moyen de contraception masculin, à vrai dire. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Est-ce qu'il y a des projets en cours je dois dire que moi, je ne suis pas tout à fait mon domaine en tant que gynécologue obstétricien, mais oui, le problème, c'est que en fait, là, c'est un problème lié à la spermatogénèse, en fait, qui évolue sur 3 mois. Donc, c'est un problème qui correspond à la réversibilité. Les femmes, le cycle, la réversibilité, c'est tous les mois, alors que chez un homme, il faut attendre un délai de 3 mois. Donc ça, c'est très difficile à vivre pour un homme, il y a ça. Et puis après, il y a des mentalités aussi. Ils seraient touchés justement dans leur virilité, vous pensez, les hommes, s'ils devaient plus... Je pense probablement que ça fait un des freins en fait à l'évolution de la recherche dans ce domaine. Mais bon, il y a des choses qui sont faites, il y a des contraceptions masculines qui existent, mais bon, le problème c'est que ça passe par les anti-androgènes et que du coup ça touche les hommes dans leur virilité. Si vous administrez des anti-testostérone ou anti-androgène, c'est des enfants, c'est des hommes qui peuvent avoir des problèmes après dans leur sexualité. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, je pense que c'est pas pour pouvoir émerger tout de suite. Non, alors en revanche, on n'a pas dit un mot sur la contraception d'urgence où, en cas d'échec de préservatif, de rupture de préservatif, on parle de la place de l'homme. C'est important, on se rend compte qu'il y a un problème. Ça fait partie de l'éducation à la sexualité et il peut tout à fait être impliqué dans justement, il faut aller vers une méthode de rattrapage, donc la contraception d'urgence, on n'en parle pas et on ne devrait récupérer pour une demande d'IVG que des patientes qui ont eu un échec de cette contraception d'urgence. La pilule du lendemain, c'est ça? Oui, la pilule du lendemain. Donc cette pilule, comment ça fonctionne? Elle est gratuite pour les mineurs, on se la procure en pharmacie, c'est ça? Et ça coûte quoi, 8 €? Elle est gratuite pour les mineurs en pharmacie, elle est aussi gratuite en centre de planification. On a parlé de planning familial, il y a sur Marseille d'autres lieux qu'on appelle les centres de planification, où on délivre aussi la contraception et la contraception d'urgence, même aux personnes qui sont majeures. Donc ça, c'est l'idée de cette contraception, c'est de la marquer exactement. Enfin, c'est ce qu'a formulé Florence, c'est de la marquer systématiquement sur nos ordonnances classiques. En fait, d'avoir une ordonnance de contraception classique, et puis en plus d'avoir cette contraception d'urgence dessus, ça permet aux femmes de l'avoir à la maison. Donc elle est disponible. Alors on ne veut pas l'appeler la pilule du lendemain parce qu'on ne veut pas qu'elles attendent le lendemain pour la prendre. Il faut la prendre le plus vite possible. C'est comme ça qu'elle est le plus efficace. Et c'est vrai que l'idéal, ce serait de n'avoir que des échecs de cette contraception d'urgence, mais en fait elle pose un souci qui est le souci de la perception du risque et qui est un souci plus global en fait, plus général et pas simplement parce que malgré le fait qu'on la prenne cette pilule, il faut aussi faire un test de grossesse, c'est ça, 15 jours après? Oui, elle n'est pas efficace à 100%. Elle n'est pas efficace à 100%, même si on la prend le plus rapidement possible. Du coup, effectivement, il faut vérifier qu'il n'y a pas une grossesse malgré tout. Mais comme disait Florence, Pascal, souvent, on ne se rend pas compte qu'on a pris un risque. On pense que, justement, quand je vous disais les calculs des dates, ou que, on s'était dit que c'était pas le moment. Voilà.
Je vous remercie en tout cas beaucoup à toutes les trois d'être venues sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la santé. À bientôt.